Donc ici, vous êtes sur un rucher. C'est pas le rucher code du département, c'est un rucher de démonstration. Donc c'est pour expliquer. Il a été rucher code. Il a été, mais il n'est plus. Il a été débaptisé. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont... Il tient. Parce que Donc c'est un rucher de démonstration pour faire connaître l'abeille, les produits de la ruche, et pourquoi pas donner l'envie d'avoir des abeilles à la maison. Pourquoi pas, hein? Donc tous les ans, on a des nouveaux apiculteurs qui viennent ici nous voir. C'est bien. On prend un petit pourcentage, c'est tout. Ah oui, un pourcentage pour nous. Ouais. 0 centime, 0,5 centimes. Voilà. Bien. Alors on va parler d'abord les animaux de la ruche, les produits de la ruche, le matériel. Et après on ira chercher des cadres sans les abeilles pour vous montrer que c'est un cadre, s'il y a du couvain, peut-être une naissance en direct. Et après on ira par petits groupes devant la ruche ouverte. Là on vous donne un voile et vous allez pouvoir admirer les abeilles à 5 cm de haut. Donc ce sera un petit souvenir inoubliable. Inoubliable, non piquant. Ça c'est pas non piquant, à savoir. C'est pas garanti. C'est pas garanti. Bonjour. Oh, mais on a le droit à un pourcentage de perte. Oh. Bien, alors, les habitants de la ruche. Oh ben, on présente le collègue. François Cottard, on est 4 amateurs pour s'occuper ici. François Cottard de la Méogon, Roger Guillaumard de l'Antique, Arsène Robert de Ploufragan qui est absent aujourd'hui, et Gilles Cuvin de Tré. Il est absent. Ouais. Et il vient pas aujourd'hui. Ah, il m'a téléphoné. Ouais. Ouais. Donc les habitants de la ruche, on les appelle comment? Les ruchers. Tu te tais toi. Hein, les habitants, les animaux, on les appelle comment? Les abeilles c'est un peu trop général. Oh, quel affront! Oh. Il y a des faux bourdons. Faux bourdons. Après, les autres sont comment? On les appelle comment? La reine et les ouvrières. Voilà. On a dit la reine Les ouvrières. et les ouvrières. Impeccable. On démarre à l'instant. Bonjour. Ben. Alors, on va commencer par la pièce maîtresse d'une colonie, c'est la reine. Donc, il n'y a toujours qu'une seule reine par colonie. Et c'est elle qui va permettre la survie de la colonie. Pourquoi? Parce que c'est la seule à pondre. Et elle peut pondre entre 1500 à 2000 œufs par jour pendant la belle saison. Donc c'est une machine à pondre. Je ponds, je ponds, je ponds. Je ne fais rien d'autre. C'est déjà beaucoup. Elle se nourrit même pas. Elle est nourrie avec des jeunes abeilles. Elle est nourrie avec quoi? La gelée royale. Avec de la gelée royale. Elle est nourrie au fortifiant. C'est très bien. Il faut la stimuler. Donc la reine, c'est la pièce maîtresse. Hein. S'il n'y a pas de reine dans une colonie pour pondre, la colonie disparaît. C'est fini. Voilà. Donc on tire la reine, il n'y a plus de colonie. Donc c'est à l'apiculteur de surveiller, est-ce que j'ai toujours une reine qui pond dans la colonie. Donc ça c'est le travail de l'apiculteur. Comment on reconnaît la reine, c'est ça? La reine, je veux dire, ça fait au moins 2 cm, si c'est pas 2 plus. Oui, beaucoup plus grosse. Elle est plus longue. Elle n'est pas grosse, elle est longue. Par rapport à l'ouvrière, quand on met les deux côte à côte, il n'y a pas photo, on reconnaît tout de suite. Ah d'accord. Et s'il n'y en a plus, alors comment on fait pour... Alors s'il n'y a plus de reine, ça veut dire qu'il n'y a plus de ponde, il n'y a plus d'œufs, il n'y a plus de larves, il n'y a plus rien. Donc c'est à l'apiculteur de permettre de relancer l'élevage. Donc soit l'élevage repart naturellement, c'est-à-dire que les ouvrières, c'est-à-dire quand, mettons, si la reine quitte la ruche, on provoque un essaimage, la reine part avec la moitié des abeilles. Donc on va créer une nouvelle colonie. L'autre moitié de la colonie qui reste dans la ruche sans reine vont s'apercevoir très vite qu'il n'y a plus de reine. Parce que l'odeur de la reine, les phéromones, ils ne sont plus là. Donc les abeilles, ils vont récupérer quelques larves de 1 jour, c'est-à-dire sur les derniers œufs pondus. Donc la petite larve qui aura été choisie sera nourrie avec quoi? Avec de la gelée royale pendant toute sa vie. Et comme ça, on aura une reine. Tandis que les autres larves sont nourries avec du miel et du pollen. Sauf les premiers jours, il y a un peu de gelée royale. Et après, c'est miel, pollen. On aura une ouvrière. Donc c'est par l'alimentation qu'on va obtenir une reine.
Donc voilà quand le phénomène naturel marche bien. Donc l'apiculteur à la limite n'a rien à faire. Et ça met combien de temps pour devenir reine? De temps? 16 jours. 16 jours? Ouais, entre la ponte de l'œuf et naissance. Donc c'est très court. Ah, oui. Tandis que l'ouvrière c'est 21 jours. Et les mâles, qu'on appelle faux bourdon, 24 jours. 16, 21. Ouais. Donc c'est... Les jeunes, est-ce que c'est la reine? J'ai pas compris la question. Les noirs et les jaunes comme abeilles, est-ce que c'est la reine? Non, non, non. Elle a la même couleur que les autres. Mais là, le noir et jaune, tu penses peut-être au bourdon ou au guêpe. Ah ouais. Donc s'il y a beaucoup de jaune... Mais maintenant, il y a des abeilles jaunes également. Les abeilles caucasiennes, italiennes, sont davantage jaunes. Donc la reine, c'est la pièce maîtresse. Donc c'est à l'apiculteur de surveiller. Avant, ça se passait très bien, ça se faisait naturellement. On n'avait même pas à surveiller. La reine était remplacée et ça repartait. Mais tandis que maintenant, depuis au moins 3 ans, ça fait 3 ans qu'on n'a pas de printemps, qu'on a du mauvais temps. 2011, 2012 et 2013, mauvais printemps, pas de soleil, affreux. Là, il y a un gros souci de reine. À cause du mauvais temps. Pour moi, je mets ça beaucoup sur le mauvais temps, car les reines n'arrivent pas à se faire féconder correctement. Alors, si la reine n'est pas fécondée, dans les 6-8 jours après sa naissance, elle reste stérile. Terminé. La colonie est fichue. Fichue. Et on ne peut pas la remplacer. Pourquoi on ne peut pas la remplacer? Parce qu'il n'y a plus d'œufs. Il n'y a plus de reine. Ouais, il n'y a plus d'œufs. Donc, on ne peut pas faire un autre élevage. Mais l'apiculteur qui surveille, va regarder ses cadres. Ah, plus d'œufs, plus d'œufs, plus d'œufs. Il va récupérer un cadre avec des petites larves de 1 jour dans une autre ruche pour introduire dans la colonie qu'on dit orpheline. Et là, on espère que les ouvrières vont élever. Mais c'est pas garanti. Et il y a beaucoup de rejets. Pour moi, le facteur froid doit intervenir de plus en plus. Parce que moi, je faisais ça d'habitude. J'avais un taux de succès, pas me vanter, mais intéressant. Et là, depuis 2 ans, je ne fais que rajouter des cadres pour que l'élevage de rennes aboutisse. Donc le facteur froid doit embêter quand même les ouvrières pour faire l'élevage de rennes. Donc là, c'est à l'apiculteur de surveiller. Même s'il y a une reine, ça ne veut pas dire que la colonie est sauvée, car il faut qu'elle soit fécondée. Mais s'il fait toujours 10 degrés pendant la période, donc ça ne marche pas, elle ne sort pas, elle peut venir stérile. 15 degrés, elle va sortir. Mais ce n'est pas une température idéale, c'est 18 degrés. Température idéale pour la fécondation d'une reine. Si c'est autour de 15 degrés, elle va sortir, mais elle va rentrer assez vite. Alors, le risque, c'est que la reine est on dit mal fécondée, c'est-à-dire elle est fécondée par très peu de mâles. Pour qu'une reine soit bien fécondée, il faut une quinzaine de mâles. Donc, parce que la spermathèque doit être remplie. Et donc il faut une quinzaine de mâles pour... ça peut jusqu'à 20 mâles. Une quinzaine de mâles, c'est déjà bien. Comme ça, la spermathèque de la reine est remplie de spermatozoïdes, donc elle peut vivre 3 ans sans problème. Mais si la reine est fécondée par 4 ou 5 mâles, elle rentre à la ruche, là, elle ne fera pas 3 ans. Hein. Elle fera 1 an. 1 an, elle va vider la spermathèque dès la première année. Hop, la deuxième année démarre. Moi, j'ai plus un œuf à pondre, j'ai plus rien. Et la colonie fichue. Et redevient stérile. Donc, c'est encore à l'apiculteur de remettre un cadre avec des œufs pour relancer l'élevage. Cette année, j'ai fait ça sur 6 ruches. À mon rocher de Corrège, j'ai réussi que 2 sur 6. Donc, c'est pas gagnant d'avance. À cause du mauvais temps. Comment? Ouais, voilà, on ne fait plus que ça. Maintenant, on ne fait plus que surveiller nos ruches pour les garder vivantes. Ce qu'on ne faisait pas avant. On laissait faire la nature et ça marchait. Depuis une dizaine d'années, il faut être dedans. Si on n'est pas dedans, on ne sera jamais apiculteur. Parce qu'on aura beaucoup de ruches vides par rapport aux ruches faibles. Donc maintenant, le phénomène d'apiculture devient un phénomène de technicien. Alors qu'avant, c'était populaire. C'est-à-dire ouvert à tout le monde. Tout le monde est capable de faire un peu d'abeilles. Et ça marchait. Ah ben tout. Il faut tout additionner là. La pollution les pesticides de l'air.
les pesticides, les herbicides, les fongicides, le mauvais temps, il y a les maladies, le varroa qui puis introduction de virus en même temps, tout ça combiné, ça devient dur maintenant pour l'apiculture. Alors plus le frelon d'Asie qui va venir nous embêter dans quelques années, peut-être l'année prochaine, alors où va-t-on? Je ne sais pas. Donc ça devient une affaire de spécialistes. On pourra toujours faire des abeilles, mais il faudra être présent. L'apiculture du grand-père ou l'apiculture de 1980, c'est terminé. On met la ruche, on revient dans 2 mois après, on met une hausse, on repart, on revient 2 mois après. Ça, c'est fini. On est présent. Si on ne veut pas être présent, il ne faut pas faire d'apiculture. C'est un peu dommage, mais on a perdu en qualité. C'est comme ça, on ne peut plus revenir en arrière. Voilà pour la reine, donc c'est la pièce maîtresse. Les papas, qu'on appelle faux bourdons. Pourquoi faux bourdons? Parce qu'on a déjà donné le nom bourdon au bourdon noir et jaune qu'on voit sur les fleurs au printemps. Là. Eux, ils sortent à 10 degrés. Eux. Ce sont les premiers à sortir pour la pollinisation des fleurs sauvages. Donc eux, il n'y a pas de souci pour le facteur climatique, moi je sors. Et ce sont les derniers à rentrer également. Donc les bourdons, les bourdons noirs et jaunes ne sont pas méchants pour nous humains. Ça n'attaque pas les humains. Ça passe à côté, ça fait beaucoup de bruit, ça fait l'hélicoptère. On est plutôt impressionné par le bruit et à cause de ce bruit, on panique. Il ne faut pas paniquer. Il faut laisser passer le bourdon. Il passe, il ne viendra pas vers vous. Moi, j'ai jamais vu un bourdon m'attaquer. Et pourtant, des bourdons chez moi, dans ma pelouse, il y en a plein. Ça n'attaque pas. Donc, sauf si vous le prenez dans la main, vous faites ça. Ben, si vous êtes piqué, c'est votre faute. C'est pas la faute du bourdon, c'est votre faute. Donc, on ne le fait pas. Donc, le rôle des bourdons, c'est la fécondation des fleurs qui ne nous intéressent pas tout de suite. On dit les fleurs sauvages, les fleurs de jardin. Donc, il y aura fécondation des fleurs, il y aura des petites baies qui vont sortir des petits fruits. Nous, humains, on ne va pas les sortir. On ne va pas les manger, plutôt. On ne va pas les manger. Mais par contre, les oiseaux viendront les manger pendant l'hiver. Ce sera le garde-manger pour les petits oiseaux. Donc, pensez également aux petits oiseaux. Ça, c'est la biodiversité. Tout se tient. Si on pense aux petits oiseaux, on pense aux bourdons, on pense aux fruits qui ne sont pas intéressants pour nous, on agit indirectement pour l'abeille. Quand c'est l'ensemble qui prend le bénéfice de notre action. Hein, donc, il ne faut pas les tuer. Hein. J'ai un nid de bourdons là. Donc voilà, c'est des petits nids comme ça. C'est quelques dizaines, 100 bourdons en même temps. Hein. C'est quelques dizaines. Hein. C'est jamais des gros nids. Hein. C'est jamais des gros nids. Donc ils font un nid pour faire un élevage. Hein. C'est un élevage, c'est tout. Il n'y a pas de réserve de nourriture. Hein. Ils vont chercher la nourriture tous les jours dehors pour nourrir les larves. Donc moi j'ai un nid de bourdons devant la porte-fenêtre de chez moi, à 1,50 m du mur. Par terre quoi. Ouais, dans le sol, au ras d'un pot de fleurs. Ça me dérange nullement. Et il restera là. Il mourra de leur belle mort s'il faut, mais c'est pas moi je ne vais pas les tuer. Voilà pour les faux bourdons. Alors le rôle des faux bourdons, c'est féconder la reine. Mais comme la reine est fécondée qu'une fois dans sa vie, pendant le vol nuptial, ben, ils ne servent à rien. Ce sont des rois feignants. Et ils ne vont même pas chercher la nourriture. Ils vont piquer la nourriture qui est déjà ramassée par les ouvrières dans la ruche. Donc ce sont vraiment des rois feignants. Heureusement qu'on n'est pas pareil, nous. Hein? Nous on bosse, nous. Hein? À savoir, n'est-ce pas, nous on bosse. Hein? Je voudrais savoir comment tu fais, toi, salaud. Donc les faux bourdons, ils sont nourris par l'alimentation ramassée par les ouvrières. Ouais. Donc c'est pour ça qu'à partir du 15 août, ils sont éliminés. On dit 15 août parce que pourquoi le 15 août c'est une température, mais ça a déjà commencé. Hein. Dès que la température du mois d'août fléchit, on a des températures beaucoup plus basses, les gardiennes jouent un petit rôle à l'entrée de la ruche et ils essayent d'éliminer un par un les faux bourdons. Alors ils ne peuvent pas rentrer le soir dans la ruche, ils restent grelottés devant la ruche et puis ils meurent de froid et d'épuisement. Donc ils sont éliminés un par un. Les faux bourdons qui réussissent à rentrer dans la ruche seront également éliminés par piqûre. Allez hop, on ne veut pas de mâle pendant l'hiver. Il y aura zéro mâle pendant l'hiver dans les ruches.
car ce sont des bouches inutiles à nourrir. On va garder la nourriture pour l'espèce qui va permettre la survie de la colonie, c'est-à-dire les ouvriers. Donc on va sélectionner. Pendant l'hiver, 0 mâle, mais l'année après, comment on va obtenir des mâles? C'est la reine qui va encore décider, je ponds des œufs de mâle, des œufs stériles, des œufs non fécondés. Donc c'est la reine qui décide tout. Donc il y a un petit système au niveau de la spermathèque. Ça reste fermé, le spermatozoïde ne tombe pas, mais par contre l'œuf de la reine tombe, il n'est pas fécondé. Et là, on aura un mâle. Donc c'est la reine qui décide tout. Donc la production de mâles, c'est surtout, ça commence en mars, surtout avril et mai. Donc là, il faut des milliers de mâles pour la fécondation des reines, mais il faut que quelques mâles pour la fécondation des reines. Mais il faut de nombreux mâles pour que la reine soit bien fécondée. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une compétition entre tous les mâles. Donc ce sont les mâles les plus vigoureux qui vont aller le plus vite pour obtenir la reine. Donc là on est sûr que, j'allais dire qu'on a des bons géniteurs, voilà, pour transmettre les bons gènes par la reine. Donc tous les petits mâles qui ne sont pas très matures sont éliminés d'office. Et comme ça on est à peu près sûr qu'il y aura des mâles vigoureux. Et aussi ça permet d'éliminer les mâles du rucher. Donc ça évite d'avoir des fils de la reine qui vont féconder leur propre mère. Donc comme ça on va éviter le phénomène de consanguin par la compétition de tous les mâles de tout secteur. Donc là c'est un bénéfice pour la reine. Alors la grosse partie c'est la colonie qu'on appelle les ouvrières. Les ouvrières sont là pour travailler. Je travaille et je meurs. Le schéma n'est pas très joli, mais ils sont là pour travailler. L'ouvrière, pendant la belle saison, vit que 6 semaines. Grosso modo, 3 semaines à l'intérieur de la ruche, 3 semaines à l'extérieur pour le butinage. Donc les ouvrières vont passer tous les caps de travail dans la ruche. On n'aura pas une ouvrière qui va naître, je serai nourricière, ou une autre, je serai cirière. Non, ils vont tous faire les différents caps de travail. Ça peut être nettoyer le bord des cellules, créer de la cire, ventiler pour aérer la ruche. Ça peut être recevoir le nectar de l'extérieur, le pollen pour emmagasiner dans les alvéoles. Ça peut être gardienne, le dernier rôle c'est gardienne. Et après, le butinage pour ramasser de la nourriture. Donc l'ouvrière passe tous les caps de travail. C'est pas comme dans les fourmis où c'est bien structuré, hein. Ça n'a rien à voir. L'ouvrière est là pour nourrir les larves, pour avoir des nouvelles ouvrières, des nouvelles abeilles, et s'occuper pour le stockage de la nourriture pour l'hiver, miel et pollen. Donc là, ça peut aller de 10 000 à la sortie de l'hiver à 50 000 en plein été. Hein. Donc la colonie explose. Hein. Mais tout ça, tout dépend aussi de la qualité de la reine. Pour que ça explose, il faut une reine qui pond beaucoup. Hein. Donc tout est lié. Ici, il y a des abeilles dedans et ils sont... Donc voilà pour les habitants. C'est bon, hein? Ça fait beaucoup de choses tout ça. Alors les produits de la ruche. Qu'est-ce que les abeilles vont ramasser dans la nature? Du nectar, bien, et du pollen. Donc généralement on dit, on va chercher du miel dans les fleurs. Non, c'est bien, on va chercher du nectar. Et ce nectar va devenir miel. Il faut savoir que le nectar, c'est un liquide sucré qui se trouve sur les fleurs, riche en eau. Il y a plus de 80% d'eau. Donc à la limite, l'abeille transporte de l'eau, ou presque. Donc cette goutte de nectar va être ramenée à la ruche, va passer de jabot à jabot, c'est-à-dire de bouche en bouche, sur plusieurs abeilles. C'est fou, quoi. À chaque fois qu'on va changer d'abeille, on va éliminer une bonne partie de l'eau. Mais le milieu va être enrichi par des enzymes de diastase que les abeilles font. Et quand l'humidité de ce nectar qui va être purifié va baisser d'une façon très importante, ça va être stocké dans les alvéoles. Mais l'alvéole reste ouverte, elle n'est pas fermée, car le taux d'humidité est encore trop élevé. Il faut que le taux d'humidité soit autour de 17% d'eau
pour que les abeilles puissent mettre une petite pellicule de cire. Trois qui étaient pas Et comme ça, le miel pourra être conservé X mois dans la ruche sans problème. Moi, je te jure qu'ils ont travaillé. Donc, entre la récolte de nectar de la fleur, sur la fleur, jusqu'à l'obtention d'un miel mûr, ben les abeilles ont travaillé. Croyez-moi, ils ont travaillé. Tout dépend de la force de la colonie et du facteur climatique. S'il fait très chaud, donc l'air est sec, donc ça va assécher très vite, le taux d'humidité va baisser beaucoup plus vite. Hein. Donc n'importe comment, tout se termine par la ventilation. Les abeilles, les ventileuses vont ventiler avec leurs ailes, vont faire un petit courant d'air entre les quatre pour assécher le milieu. Donc ce n'est qu'après c'est fermé. Donc il y a quand même un certain travail pour obtenir ce miel que nous on apprécie. Hein. Donc voilà, nectar en miel. Le pollen, donc le miel, le nectar, c'est les glucides, comme pour nous on a les pommes de terre ou les nouilles, les abeilles ont le miel. Ils ont des fourmis aussi. Pour les protéines, nous on a la viande, le poisson ou les œufs, mais les abeilles ont le pollen. Dans le Morbihan. Le pollen. Hein. Le pollen c'est riche en protéines, plus oligo-éléments, acides aminés indispensables. Donc à la limite on pourrait appeler ça le beefsteak de l'abeille. Hein. Donc c'est un aliment indispensable pour l'équilibre de la colonie. Parce que si on a une grande période de mauvais temps, où il n'y a pas d'apport de pollen en continu, si on peut dire, la vitalité de la colonie diminue. Plus l'apport de pollen frais est important, mieux c'est. Parce que s'ils sont obligés de récupérer le pollen qui est stocké dans la ruche pour nourrir les larves, c'est moins bien. C'est moins bien. Donc si l'apport de pollen frais est en continu, c'est très bien pour la colonie, pour la vitalité de la colonie. Après, on a de la cire. Donc ici, on a de la cire abeille. C'est pas de la cire minérale. La cire minérale qu'on voit sur tous les bougies dans le commerce, c'est une cire sans saveur, sans goût, il n'y a rien du tout. C'est pour ça qu'on balance tous les parfums possibles et imaginables pour faire vendre les bougies du commerce. Donc ça n'a rien à voir. Ici, c'est vraiment de la cire abeille créée par l'abeille. Donc comment on obtient de la cire? On fait travailler les abeilles. Lorsque nous, on fait la récolte de miel, bon, là, on va prendre un cadre potable. Tous les alvéoles sont remplis de miel. Alors pour obtenir le miel, on va ouvrir les alvéoles avec un couteau pour mettre le miel apparent. Mais tous les petits morceaux de cire qu'on a découpés, ce n'est pas jeté. On met ça sur un grand plateau pour donner ça aux abeilles à lécher, parce qu'il reste toujours un peu de miel. Et après, on va récupérer la sciure de cire. Ces morceaux de cire-là, sans miel, on fait ça au soleil pour avoir des blocs de cire. Ces blocs de cire-là vont être vendus aux marchands de matériel apicole. Et nous, en compensation, on va acheter des feuilles de cire pour mettre sur nos cartes. Donc il y a un échange entre le marchand de matériel apicole et l'apiculteur. Tout le monde est demandeur. Nous, on revend, on gagne un peu de sous pour acheter nos feuilles. Et eux sont très demandeurs de nos déchets, si on peut dire, entre guillemets, pour faire de la feuille de cire. Donc tout le monde trouve son compte. Là, on ne crée pas de déchets. On mérite d'avoir une médaille, les apiculteurs. Moins de déchets à transporter. Donc voilà, c'est la cire abeille. Un autre produit qu'on appelle la propolis. La propolis, c'est une matière gluante qu'on ramasse sur les bourgeons, sur les écorces. Prenez un bourgeon de châtaignier ou de peuplier, ça va coller à la main. Ben, les abeilles vont récupérer cette sève, hein, et ils vont en mettre tout autour du bois et tout autour de la ruche, sur le bois. Ça va servir plus tard, on verra bien. S'il y a un trou dans la ruche commence à pourrir, un trou, ça fait un petit courant d'air, l'abeille n'aime pas ça. Il récupère la propolis pour boucher, rôle de ciment. Hop là, stoppé, on a stoppé l'air. Si une souris ou un mulot rentre dans la ruche, les abeilles pourront tuer la petite bête, le mulot ou la souris, mais ils n'auront pas la force pour la mettre dehors, parce que c'est quand même trop lourd pour eux. Donc ils vont récupérer la propolis et vont l'entourer de propolis, et la souris va se dessécher. Il n'y aura pas de multiplication de microbes dans la colonie. Donc pour l'hygiène, c'est extra. Donc c'est-à-dire ils vont faire une momie. Donc là, pas de multiplication du microbe,
parce que la propolis, il y a des éléments, des antibiotiques, des éléments qu'on appelle bactériostatiques, c'est-à-dire empêchent la multiplication des microbes, même si ils ne vont pas tuer le microbe, mais ils l'empêchent de se développer. C'est déjà pas mal. Hein. Donc nous, apiculteurs, on dit toujours que la propolis, c'est la boîte de pharmacie des abeilles. Et on s'est rendu compte, pour nous humains, c'est très important, au niveau de la trachée, au niveau respiratoire, c'est très intéressant. Si vous regardez dans les pharmacies, il y a beaucoup de petites boîtes propos avec un autre mot plus loin. C'est donc des produits à base de propolis. Ça, c'est très simplement. À base de. Ah oui, à base. On a joué un petit pourcentage. Autrement. Ah ben ça, je sais pas, il y a autre chose. Mais il y a de. Ben non, on peut pas faire du pur. Si. Non, pas là, pas en petit tube. Donc là c'est pour soulager les maux de gorge, c'est impeccable. Moi, j'en mange comme ça, moi. Ah oui, mais les apiculteurs n'ont pas la ruche à la maison. Je sais pas comment, quand je les amène dans mon local. Ah oui, mais toi, tu peux faire, mais pas les gens. D'accord. Il y en a qui m'en demandent. Hein. Donc voilà pour la propolis. Donc c'est très intéressant hein, pour nous humains et pour les abeilles. L'autre produit, ben, c'est le venin, mais réservé uniquement à quelques professionnels pour les laboratoires. Donc voilà tous les produits qu'on peut obtenir à partir d'une ruche. Ça peut aller? Oui. Bien. Au temps du grand-père. Et encore avant. Allez, on ramène ça à 1950, 1950, 1980. Il en restait encore. Donc l'apiculture, c'était des paniers en paille ou en osier ou alors 4 planches et puis on mettait les abeilles dedans. Les abeilles, un essaim rentrait là-dedans, construisaient des rayons de cire, ils mettaient la première année pour tout remplir. Et ce n'est que la deuxième année qu'on faisait une récolte. Généralement dans les fermes, c'était pas deux paniers qu'il y avait, c'était 10, 15, 20 paniers. On sous-pesait. Oh, toi t'es lourd, intéressant. Ici c'est léger, on laissait sur place pour l'année prochaine. C'est-à-dire que ce sont les ruches, les paniers les plus lourds qui étaient sacrifiés. C'est-à-dire on tuait les abeilles, on mettait une mèche de soufre, les mèches de soufre pour la désinfection des barriques de cidre, c'est la même chose. Une mèche de soufre pour tuer les abeilles, et après on récupérait le panier, on découpait tous les rayons de cire, on mettait ça dans, on écrasait un peu le tout, on mettait ça dans un linge et on accrochait ça à côté de la cheminée où il y avait du feu. Donc on faisait une récolte, c'était toujours en septembre. Et par la chaleur, le miel traversait le linge et on avait du miel qui était propre. Mais c'était un miel qui était très goûté, qu'on n'aura plus actuellement. Hein, ce goût de miel de nos anciens, on ne l'aura plus. Hein, puisqu'on a abattu tous les talus, on a abattu tous les arbres, tous les ronciers, tous les petits champs où ils étaient entourés de végétation sauvage. On n'aura plus ça. Hein, donc c'était un miel qui était très parfumé, foncé. Et surtout s'il y avait du sarrasin en plus du baignoire, alors là c'était le top. Le miel de sarrasin, c'était le miel typique de Bretagne. Si vous prenez un livre sur l'apiculture, quand on parle de la Bretagne, c'est le miel de sarrasin. Point. Enfin, c'était à croire qu'il n'y avait pas d'autres fleurs. Donc voilà le miel qu'on avait. Et tout le restant qui était dans le linge, ça servait pour faire l'hydromel. Le chouchen que tout le monde apprécie actuellement. C'est un produit qui est très en vogue. Donc tout ça c'était utilisé, rien n'était jeté. Les abeilles étaient encore dedans. Ah, tout est tué. Hein. Oui d'accord, mais ils étaient morts. Donc, ah bah tout est dedans, ah oui oui. Ouais, on ne contrôlait rien. On ramassait tous les cires, tous les larves. Ici il y avait des œufs, les cadavres, tout ça était broyé et ça macérait. Ouais. Donc on ne contrôlait aucun ferment. Donc c'est pour ça que le chouchen à l'époque tapait beaucoup sur le cerveau si on en prenait de trop, hein, parce qu'on ne contrôlait rien. Tandis que maintenant les chouchens qu'on a actuellement dans les commerces, ce sont des chouchens qui sont bien contrôlés, tous les ferments sont contrôlés et tous les ferments non désirés sont éliminés. Hein, donc tout est contrôlé, on n'a plus ce même chouchen qu'on avait dans le temps qui était trop... Elle était le meilleur dans le temps. Oui, mais il fallait prendre à petite dose. 3 pas en avant, 2 en arrière. Comment? Il y avait du venin, le venin il était dedans. Le venin était dedans également. Tout était dedans, voilà, on ne contrôlait rien. Ce qui est plus fait actuellement.
Hein. Et là, c'est plein de vitamines, ça c'est bon. Voilà, donc c'était... Des Par contre, protéines. si sacrifiait la meilleure ruche, ça 3 veut points en dire que avant, c'était 2 en les abeilles arrière. les plus... Bah oui, on faisait... Un collègue Alors, Parce que c'est là qu'on avait la chance d'avoir davantage de miel. C'est-à-dire on faisait une contre-sélection, on tuait les meilleurs. Bah oui. Et on sait les faire. Mais à l'époque c'était normal, c'était naturel. Parce qu'on n'avait pas d'autres moyens. On n'avait pas, voilà. Après, ils en avaient de moins en moins. Là. à faire pour les Gémeaux. Ah ben, c'est-à-dire, mais ils sacrifiaient que 50%. Il y avait les 50% des ruches, des paniers qui étaient sacrifiés, et l'autre 50% c'était pour l'année après. Et comme l'espace était un peu petit pour les abeilles, pour une grosse colonie, ça essaimait. C'est-à-dire il y avait beaucoup de colonies qui sortaient et on remplissait tous les autres paniers. Donc on trouvait son compte quand même. Mais à l'époque c'était naturel. Tandis que maintenant, c'est même interdit de tuer les abeilles. Tout court, c'est interdit, il y a un arrêté préfectoral qui est interdit de tuer les abeilles. Donc depuis les années 85, pour se dire, il n'y a plus de panier. Hein. On a fait l'information auprès de tous les apiculteurs, retirer les abeilles des paniers pour les mettre dans les ruches à 4 comme on a ici. Hein. Donc maintenant, il y a très peu de paniers, j'allais dire, en exercice dans la nature. Il y a très peu, il n'y en a plus. Comme ça évite de tuer les abeilles. Voilà. Alors les cas de ça. Les parties basses, là, la grande partie basse, on appelle ça le corps de ruche. Là où la reine va pondre ses œufs et il y aura l'élevage. Donc c'est la maison de l'abeille où tout se passe. Élevage plus nourriture. Et la partie haute que nous on ajoute, c'est là, on appelle ça une hausse, c'est le grenier à miel. Et ce miel-là, il est pour l'apiculteur. Le miel qui se trouve dans la partie basse, pour les abeilles. Nous, on ne le prend pas. Hein. Donc c'est pour la réserve de nourriture pour l'hiver. Hein. Donc chacun a sa part. Hein. Ah, c'est pour la salade, quoi. Non. C'est métallique. Oui, mais c'est pas la même façon. Alors ici, c'est une petite boîte. C'est pour faire l'élevage de bourdons. Donc le nid est parti en poussière, mais pour le principe. Alors l'élevage de bourdons, là c'est créé par l'homme. Si vous visitez les serres de tomates de l'école de Saint-Hilaire, par exemple, bah, vous verrez des petites boîtes comme ça entre les rangs. Donc ce sont des élevages de bourdons pour la pollinisation des tomates et puis des courgettes ou d'autres fruits. Donc vous ne verrez pas des ruches peuplées dans les serres. D'abord parce que les abeilles sont trop nombreuses. Il n'y a pas assez de fleurs pour tout le monde. Donc si on met une colonie dans une serre, elles vont mourir tout simplement. Donc d'abord trop chaud et de faim. Donc c'est pas rentable. Ou alors si on met une colonie, ça sera à l'extérieur au pignon de la serre avec la serre ouverte. Là comme ça ils peuvent rentrer, sortir, là d'accord. Mais c'est pas pratique. Donc pour contrôler la température dans les serres, tout est fermé. Donc on met des élevages de bourdons pour la pollinisation. Donc là ce sont des petits bourdons bruns jaunes. Et on commence à les voir dans la nature maintenant. Avant il n'y avait que des bourdons noirs et jaunes. Maintenant on commence à voir des bourdons de couleur brun jaune. Donc ce sont des bourdons qui ont quitté leur petite boîte et ils ont créé des petites colonies à l'extérieur. Donc même si on en tue encore beaucoup, ben, il y en a d'autres qui prennent la place. Donc ceux-là ne sont pas nocifs non plus, hein, pour nous humains. Donc ça... Alors qu'est-ce que c'est ça? Des ruches. Je crois pas. Des nids de frelons. Un nid de guêpe. Donc un nid de guêpe, ça n'a rien à voir avec un nid d'abeille ou un nid de bourdon. De frelon plutôt, excusez-moi, de frelon, je me confonds, de frelon. Donc un nid de guêpe, c'est un nid pour faire un élevage, point. Il n'y a pas de réserve de nourriture. Ils vont chercher la nourriture tous les jours, à l'extérieur. Donc ils ramassent tous les moustiques, des petits papillons ou d'autres insectes. Donc il faut des protéines pour nourrir les larves. Et les frelons font la même chose. Donc ils vont chercher de la nourriture tous les jours. C'est pour ça pendant l'hiver, tous les nids sont vides, parce qu'ils sont tous morts de faim et de froid. Il n'y a que les reines fécondées qui vont essayer de trouver un endroit à peu près chaud pour passer l'hiver. Soit un trou en profondeur, entre des volets, sous des écorces, des tas de bois, pour
essayer de passer l'hiver. Alors si l'hiver n'est pas vigoureux, il y a très peu de température basse, bah, tous les rennes fécondés vont survivre et on aura une invasion de nids de guêpes au mois d'août. Si par contre les températures négatives sont importantes pendant l'hiver, bah, on va en supprimer une bonne partie. Comme ça, on y aura moins de nids de guêpes au mois d'août. Donc il faut toujours des températures négatives pour épurer un peu tous les nuisibles. Ça, quel rôle pour nous humains? Pas grand chose. On les détruit lorsque c'est à côté des maisons, dans les jardins. Sinon, en pleine nature, on ne va pas les détruire. Parce qu'ils ont un rôle dans la nature. Ils vont polliniser des fleurs. Ils vont surtout manger des insectes que nous, humains, on n'en veut pas. Donc ça permet d'équilibrer le nombre de moustiques et autres insectes. Donc on les tue que si c'est embêtant. On peut faire même maintenant des ruches en plastique, des cadres en plastique, on peut tout faire en plastique maintenant. Moi, c'est pas formidable. Oh. Restons naturels, restons avec le bois. Hein. C'est beaucoup plus simple. J'en ai vu comme ça. Ouais. Ça n'est pas dessus. Voilà pour le matériel, c'est bon. Et on a un outil indispensable. Qu'est-ce qu'on prépare avant d'ouvrir une ruche? L'enfumoir. Un enfumoir, c'est un appareil où on met du foin. On met du foin, le feu. On va sortir de la fumée et on va mettre de la fumée dans la ruche, vous verrez ça, pour calmer les abeilles. On ne va pas les tuer, ils ne vont pas s'endormir, mais on va les calmer. Alors comment les abeilles se calment? Ils vont se gorger de miel. Voilà. Ils vont remplir leur jabot de miel et une fois que le jabot est bien rempli, les abeilles deviennent plus douces. C'est comme pour vous, quand vous avez beaucoup faim, vous êtes énervé et quand vous avez bien mangé, vous allez dormir. Vous êtes beaucoup plus calme. Là c'est pareil. Donc mon collègue, l'enfumoir. Donc on va... Il n'y a pas l'enfumoir. Donc collègue, vous restez là. Hein, vous restez là, on va aller chercher un cadre. Pour tester. Mais il y a tout sur le cadre, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Donc voilà un cadre d'élevage et de nourriture. Là où c'est fermé, c'est le miel qui est mûr. Je case la cellule, c'est bien du miel. Tout autour ici, ce sont des masses jaunes, gris, gris pâle, de toutes les couleurs. C'est le pollen. Donc je vais passer devant vous, ici là. Donc le beefsteak de l'abeille. Donc c'est le pollen. Le pollen, c'est pas uniquement que jaune, hein. Il y a toutes les couleurs. Hein. Ça peut être de l'oranger vif au gris, gris pâle presque blanc, presque noir. C'est la fleur qui va donner la couleur au pollen. Hein. Ne touche pas, Hein. Donc tout ça c'est le pollen. Donc là, regardez tout le pollen. Donc là vous avez vu? Non, pardon. C'est ça qui sont volés. Tiens, tu vois le miel là. Donc pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de miel. Alors, Oh, pas trop, mais il y a, sur les autres cas, il y en a. Donc voilà le pollen. d'accord. Donc pollen pour nourrir les larves, Ouais. miel pour les nourrir les larves. Donc le chemin le plus court possible. Donc sur un cadre d'élevage, il y a toujours de la nourriture. Comme ça, l'apport de nourriture est très proche. C'est quand même plus facile. Attention, t'as une abeille là dans ton... Oh, oui, monsieur. Donc au bout du dard, il y a la poche à venin. Donc il y a la poche à venin et quand on tire le dard, il ne faut jamais prendre le dard en plein doigt. Car vous allez vous allez écraser la poche à venin. C'est-à-dire vous allez vous injecter vous-même le reste du venin qui reste à la poche. Donc il faut toujours prendre par en dessous. Hop. Hein, par en dessous. Sur la peau. Voilà. Voilà.
Et non, jamais de plein doigt. Hein. C'est tout. Donc la petite réaction, voilà. Hein. Mais parce que moi j'en reçois tellement que ça ne réagit plus. On est un peu maso. Faut pas dire. Alors la grosse bébête là, c'est quoi? Je sais pas. C'est un œuf. C'est une bébête ça. C'est un nid. Un nid de quoi? De reine. Voilà. On a dit que la reine était plus grande que les autres. Donc sa maison est plus grande. Donc c'est une cellule royale. Voilà. Donc on sait tout de suite quand il y a un élevage de rennes sur un cadre, hop là quand on voit comme une sorte de cacahuète, oh, ça y est, il y a un élevage de rennes qui est en route. Yes. Donc généralement quand il faut un élevage, il y a toujours 3 ou 4 cellules en même temps pour assurer, si on loupe la première cellule, on aura les autres pour remplacer. Donc j'ai toujours dit qu'avec une seule reine par ruche, s'il y a 2 reines qui naissent, je ne veux pas dire dans la seconde, mais en même temps, ben, les 2 vont se battre. Et il y aura une gagnante. Et la gagnante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer par détruire les autres cellules avant la naissance des autres, pour éviter la concurrence. Hein. Donc c'est pour ça qu'on voit des cellules déchirées, ben, c'est que la première reine a détruit les autres. Hein. Donc c'est un phénomène comme ça, c'est normal. Alors nous, quand on veut des cellules royales, on intervient avant la naissance. C'est-à-dire on peut découper avec un couteau, la cire, et mettre dans une autre ruche qui n'a plus de reine. Une ruche qui est orpheline. Donc on peut le faire. J'ai fait sur un collègue cette année à Pordic. Il y avait 5 essaims orphelins. Et sur une des ruches, il y avait 6 ou 7 cellules royales. Eh ben, on a mis une cellule royale dans chaque colonie et on a réussi 3 sur 5. Donc on a recommencé sur les 2 autres après. Donc déjà 3 sur 5 réussis, c'est déjà bien. Ouais. Donc je regarde. Non, il n'y a pas de naissance ici. Bon, vous voyez bien le pollen là? Oui. Hein? Ouais. Donc c'est... Mais là, il n'y a pas de gelée royale. Là. Ah non. Il n'y a pas de stockage de gelée royale dans les ruches. Hein. Pour avoir... Alors, comment on en a Ah, mais on provoque. On va mettre des barrettes avec des petites cupules. Et dans les cupules, on va déposer un œuf de 1 jour. L'œuf, une larve d'1 jour. L'œuf reste œuf 3 jours. 4e jour, l'œuf se transforme en petite larve, un petit ver. Ça va rester 6 jours. 3 jours, 6 jours. On arrive à 9 jours. 10e jour, les abeilles mettent une pellicule de cire pour enfermer la larve. Il n'y a plus de nourrissement. Et après, c'est la transformation de la larve en abeille, c'est un nymphose. 21 jours au sort. Ou 16 jours pour la reine. Donc on provoque. Là, on provoque. On a une colonie qui n'a plus de reine. Donc les abeilles savent qu'il n'y a plus de reine. Ils sont obligés de faire un élevage. Mais comme on aura tout préparé, oh ben ça y est, on va tout nourrir. Et la larve est nourrie de gelée royale, mais en plus, les abeilles remplissent la cellule. C'est-à-dire que la larve est baignée dans de la gelée royale. C'est-à-dire qu'on fait un matelas de gelée royale. Et l'apicultrice ou l'apiculteur passe tous les 3 jours avec une petite poire pour aspirer la gelée royale. Et il faut 4 cellules pour faire 1 gramme. Alors imaginez pour faire 1 kilo, le boulot, c'est pour ça que c'est cher. Hein. Donc c'est vendu dans les 22 €, entre 22 et 24 € les 10 grammes. Ouais. Ouais. Donc c'est un travail fou, c'est pour ça qu'il y a très peu à le faire. Dans les Côtes d'Armor, une apicultrice. Une. Ouais. Madame Beurel de, je peux donner son nom parce qu'elle est toute seule, Madame Beurel de Trévenec. Il y a quelqu'un qui fait ça dans les Côtes d'Armor. Ouais. Donc en Bretagne, est-ce qu'il y en a 4 3 ou 4. Donc c'est un travail. Quand on fait de la gelée royale, on fait de la gelée royale. On ne fait pas de miel. On ne peut pas faire les 2 choses en même temps sur une ruche. On ne peut pas. On choisit. On fait du miel, on fait du miel. On fait de la gelée royale, on fait de la gelée royale. Donc on ne peut pas faire les 2. Et si on mange que ça, on 4000 ans. Exactement. C'est ça la surpopulation, c'est ça.
Voilà, donc c'est le remède miracle parce que en très petite quantité, on va trouver tous les éléments indispensables qu'on trouve dans un repas. Mais tout en petite quantité. Donc c'est un fortifiant en permanence, nourri au fortifiant, c'est l'OPO en permanence. Donc c'est pour ça que la reine peut vivre jusqu'à 5 ans. Tandis que l'ouvrière, 6 semaines en été et 5 mois l'hiver. Hein. Pendant l'hiver, pourquoi elle vit 5 mois l'hiver? C'est parce que 6 mois en 6 semaines en été, parce qu'elle meurt d'épuisement au travail, tout simplement. Elle travaille tôt et elle fait que travailler. Elle est usée, puis je tombe. Tandis qu'en hiver, elle va vivre 5 mois, parce qu'elle ne travaille plus. À part faire de la chaleur et consommer, elle ne travaille plus. Donc elles vont vivre plus longtemps. Et elles ne vont pas s'épuiser au travail. Et l'abeille d'hiver est légèrement différente de l'abeille d'été. Ils ont un tissu adipeux, matière grasse, plus important. Ça fait une réserve d'énergie en plus. Sens. Oh là, il y a déjà une qui vient de naître et l'autre qui va sortir. Ah ouais. Et une en haut. Attention les petits hauts. En haut. Non, ne touche pas avec ton doigt. Donc au départ, elles sont un peu grisâtres, hein, elles ne sont pas noires. Hein. Là. Il y a encore une autre en haut. Il y en a une là, vers Ouais. là. Donc il y en a 3 en même temps là. Oula, elle est sortie. Ah ouais. Ouais. Il n'y a pas la reine là. Ça sent son petit bout de nez. Ah non, tu vas te... C'est un albin à prendre. Donc c'est l'abeille qui décide elle-même, je sors. Donc c'est comme le petit poussin qui casse sa coquille avec son bec. Ici l'abeille va grignoter la petite pellicule de cire pour sortir. Hein. Donc c'est elle. Les autres ne viennent pas l'aider. Hein. C'est elle qui décide, je sors maintenant. Sur le côté, si tu veux. Bah, juste à côté de monsieur. C'est pas moi qui a fait ça. Bon, est-ce qu'il y a des larves? Donc au soleil, est-ce que vous voyez les masses blanchâtres? C'est ça. Ah, c'est d'après le soleil. Là. Vous voyez ou quoi? Oui. Des masses blanchâtres. Mais ce sont des larves qui sont nourries. Ah ouais, ouais. Ouais. Donc le nourrissement ne dure que 6 mois. 6 jours. 6 jours. Hein. Donc la croissance est très rapide. Hein. D'un petit point dans le fond de la cellule est comblée à ras-bord 6 jours Il y après. a une qui rentre. Et Gilles, Ouais. comment est produit le gelée royale? Comment... Ils ont des glandes. Hein. Ils ont une glande. Hein. Ah ouais, si, ils ont une glande. Ah, tout est prévu. Là. Donc là, il y a encore quelques larves. Je ne sais pas si vous voyez au soleil. Donc quand on regarde si une ruche est orpheline avec des œufs de 1 jour, il faut avoir des yeux. Hein. Il faut avoir des yeux. Alors celui qui a des problèmes d'yeux ne pourra jamais faire l'élevage de rennes, par exemple, ou la récolte de gelée royale. Ça, il ne pourra pas le faire. Donc voilà. Donc maintenant on va faire par petits groupes de 8. Mettez les machines là. Ah, les bras à Mettez les bras en dessous. l'intérieur. Hein. Tiens, met donne des la bras à casquette à ton l'intérieur. papa si tu veux. Papa. Regarde à moi. Regarde là-bas. Tourne-toi. Oh mince. Encore deux. Bah oui, on va faire 8. Encore deux. Allez. Encore deux. Tu vois toi? Oui. Non, mais... Voilà. Bon, c'est la chaussure, c'est pas là. Avant qu'elle traverse le cuir, je touche ta peau, il y aura du boulot. Nous les abeilles. On a des milliers. Là, on les embête. Hein. Ça,
Là, ils vont mettre 24 heures pour réaliser, mais qu'est-ce qu'on a fait là? Ah oui. Ouais. Donc, une ruche qui est toujours ouverte, pour 10 mois. Parce que là, elle consomme du miel. Donc, c'est pas le but de... Vous voyez le pollen, là, tout ce qui est jaune à l'intérieur. Elles consomment du miel parce qu'elles sont en mode panique en fait. Ouais, oui, voilà. Là, ils sont prêts à quitter la ruche, il faut. D'accord. Hein, pour le voyage. Voilà du miel pour les provisions d'hiver, mais il n'y en a pas beaucoup. Allez, il n'y en a pas ici. Du couvain, donc les futures petites abeilles, Gilles vous a montré. Voilà une naissance ici. Vous voyez les petites cornes qui sortent là, les petites antennes. Dans 2 ou 3 minutes, elle sera dehors. Et demain, elle va être au travail. Ah, la reine, on la voit pas. Hein. Derrière. Ah, la cellule de reine. La cellule, d'accord. Ah oui, la cellule. Ouais, parce que dans ce cas-là, la reine, où est-ce qu'elle se trouve? Oh là, elle se planque. Elle se planque. Dès qu'elle voit du jour, elle va chercher le noir. Ah oui. Ah ouais, ouais. C'est pour ça que quand la colonie est forte, on la trouve jamais. On ne se oui, jamais. On regarde s'il y a des œufs. S'il y a des œufs, elle est là. Je veux nous tirer dedans. Voilà un très beau cadre de couvain. Ouais. Même pas peur. Même pas peur. C'est beau, hein? Un tapis Tu dois faire des d'abeilles. belles photos là. Hein. Oui, un bon film. C'est la première fois. Oui, non, non, une fois sous la pluie, on était tous à l'abri là. Rien vu. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas le jour. C'était ici? Oui, oui, c'était ici. Là. On était tous dans le. On était en sous le hangar. Oui, oui. Ah, Il y a ouais. 2 ans là. Ah, ouais, Et il d'accord. pleuvait, il pleuvait. Ah ouais, ouais, ouais. Oh, bah, c'est là qu'on a attrapé le... Voilà. La Donc sauce. quand on fait bien le travail, ben, on peut les prendre dans la main sans problème. Voilà un papa, un bourdon. Vous voyez, il est beaucoup plus gros que les abeilles. Et elle en a des bourdons, celle-ci. Hein. Côté pareil. On a plein d'endroits. Ouais, il n'a même pas peur le petit là. Alors qu'il ne voulait pas approcher avant. Mais c'est toujours comme ça. J'ai fait une grosse blague. Et le cadre de rive qu'on appelle Pouvoir, hein, dire à un petit copain, du miel. ben, moi j'ai pas peur de l'abeille. Mais on ne fait pas n'importe quoi pour autant. Hein. Voilà un mâle. Oui, il y en a des bourdons. Hein. Oui. Ah, Donc là c'est un cas de nourriture. tout ce qu'on a filmé. Voilà. Voilà, tout le monde a vu? Voilà. Est-ce qu'il y a- Et il y avait combien d'abeilles à peu près? Ah, vous avez compté? Mais c'était la question du jour. Ah, c'était la question, hein? Ah ben si. Il y a un gros chèque à gagner. Mais sous le chèque il n'y a que des zéros. Il n'y a pas de chose. 1500. Et n'essayez pas de nous en piquer une parce que nous on sait. On est Vous content. avez compté. Nous on les compte. Vous êtes fouillés à la sortie de toute façon. D'accord. À raison de 3 nouvelles par seconde. Voilà. Ah oui. Donc vous quittez tout doucement sans tirer les voiles. D'accord. Vous ne tirez pas les voiles. Hein. Venez. On fait pas ça heureusement. Tous les jours. Non. Mais profitez-en quand même parce que on ne fait pas ça n'importe où non plus. Hein. Vous voyez le pollen? Alors, qui c'est qui me dit bonjour là? Oh là 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 Il n'y a jamais de volontaire avec moi, c'est quand même bizarre.
Hein? Ouais, on a peur de les écraser. Ah, voilà, c'est bien, c'est bien. La bonne excuse. On va les caresser doucement. Ouais, mais vous, ils vous connaissent, hein, nous. Ah non. oui, voilà, c'est beaucoup, c'est beaucoup la réflexion des gens. Ah, Ah, mais vous- on les connaît pas. Non, non, Allez-y, là, je passez. dis ça. Non, on sait comment faire. Moi, je veux bien le risquer. Mais... Et on sait quand faire. J'ai pas fait ça au départ. Non, non, Oui, oui, bien sûr. Ouais. C'est bon là? Il y a combien d'abeilles par an? 30 000. ouais, il les a comptés ce matin. Bravo. Ça dépend de la saison. Il a déjà été piqué, donc ça compte. Mais là, actuellement, je suis pas piqué là. Non, non, non. Bah non, quand même, souffrir en silence, c'est bien. Un beau cadre de couvain. Très joli. Regardez un peu ça. Une petite portion de miel ici. Là, il devrait en avoir un petit peu plus. Ça chatouille. Donc je fais ça, c'est pour faire le crâneur. C'est pour montrer Non, non. quand on travaille bien, on peut faire pas mal de choses avec les abeilles. Et les abeilles sont moins dangereuses qu'on veut le faire croire. Vous voyez, tout ça c'est du miel. Donc ça c'est une colonie qui doit passer l'hiver. Un petit peu juste en miel. Ah ouais, mais ils ont encore un petit peu à faire en Ah ben, ils ont le lierre. Le quand même. lierre, ouais, pour compléter. Ils devraient. Passer sans problème. Voilà un cadre de miel qui normalement devrait être un petit peu plus garni ici, mais bon. Ben, Donc, ils ont encore la place. ouais, ouais. Vous voyez la cire qui est toute fraîche, toute blanche. Donc on va tout bien remettre et on va mettre les roses avec vous. Là, sur la ruche. On n'a pas vu de reine en fait. Si. Peut-être Non, non, attends, mais celui-ci en deuxième position. Il était Le côté prêtes à prendre leur élan. Les abeilles Donc je vais prendre par cent et par mille oui, oui. sur les fleurs qui s'ouvrent à peine. Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Bzz, bzz, bzz. Bzz, bzz, bzz. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, Là. tout petit lit pour bien dormir. Les abeilles, mais gare à celui qui s'égare. Remets en place. Donne-moi. Au milieu d'elle par Les quatre hasard, sont déplacés. il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. Ah ouais, d'accord, c'est ça. De Ouais. C'est pas grave. l'abeille. Tu viens en patron. Tu peux soulever un cadre. Quand vient le grand jour de la ponte, la reine doit faire de son cordon. Et dans la On monte celui-là. suivi par Ah. les bourdons. Regardez le beau cadre de miel. Ça va être sa fête. Ça, c'est pour la récompense de l'apiculteur. C'est pour l'apiculteur. C'est celui qui la rattrapera, qui sera le bourdon papa. Mais tout de suite après, il mourra pour avoir donné tout ce qu'il a. Vache d'abeille, si tous les hommes ici-bas Les ruches peut-être, mais pas le miel. devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois. À d'autres, heureusement
deviendront abeilles. Dans ce cas, je dors sur mes deux oreilles. Voilà. Et je dis miel aux petites abeilles. Quand c'est bien, quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Là, ça a été? Enfin. Allez, à la ruche. À la ruche.